Oui, bonjour. Merci aux organisatrices et aux organisateurs de m'avoir proposé cette intervention et d'avoir retenu surtout ce que j'ai proposé et dont en particulier, vous voyez que le titre lui-même peut vous paraître un peu intriguant puisqu'il joue volontairement sur les termes de fouilles et d'archives. Ce titre revendique aussi la grande part de subjectivité, tant dans la démarche de recherche que dans la nature et le contexte des archives évoquées ici. Mon propos s'ancre en fait dans une double subjectivité, celle d'avoir été un des acteurs de l'histoire que j'ai tenté de restituer à partir des archives mobilisées ici, mais aussi celle des femmes et des hommes dont les archives sont le fruit du travail et dont elles témoignent d'un pan de leur vie. Avoir le goût de l'archive, pour reprendre le fameux titre du livre d'Arlette Farge, c'est avant tout avoir le goût des êtres humains dont les archives, archéologiques ou autres, sont parfois les seules et infimes traces matérielles qui en demeurent après leur disparition. Comme l'indique cette diapositive, ma communication fait suite à ma thèse de doctorat par le projet Études patrimoniales à CYCRJ par Université, soutenu en décembre 2022 et qui a pour titre, vous le voyez, ce que le numérique fait à l'archéologie et aux archéologues, contribution historiographique et épistémologique à l'étude des évolutions d'une discipline et de ses pratiques en France depuis les années 70. Cette thèse est téléchargeable sur l'adresse indiquée. Cette recherche a été conduite sur de nombreuses archives anciennes et récentes, parmi lesquelles se trouve celle du chantier archéologique des Rivaux, en Haute-Loire, fouillé entre 1970 et 1990, sous la responsabilité de Jean-Pierre Doga, aujourd'hui décédé, chantier auquel j'ai participé pendant cette campagne de fouilles entre 1980 et 1988. Cette thèse, cette présentation est aussi un hommage que je tiens à rendre une fois de plus à Jean-Pierre. Le chantier des Rivaux se situait sur la commune d'Espaly-Saint-Marcel, un faubourg situé à l'ouest du Puy-en-Velay, dans le département de la Haute-Loire, dans l'ancienne région administrative d'Auvergne. Vous voyez ici ce site à différentes échelles cartographiques et qui indique qu'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, le cours de la Borne, qui est un affluent de la Loire, et une position topographique un peu particulière. Et c'est là que ça ne marche pas. Oui, voilà. Cette présentation en perspective très rapide vous permet de restituer un petit peu le contexte de la position topographique de ce site archéologique qui se trouve juste à l'est d'un surplomb en contrebas du volcan de la Denise à côté du Puy-en-Velay. Par ailleurs, il faut que je revienne, voilà, ici. Par ailleurs, outre le site archéologique lui-même, il était important pour moi de localiser l'emplacement du dépôt de fouilles qui s'est situé à environ à 1 km de là, et entre lesquels dépôt de fouilles et sites, nous nous rendions soit en estafette, soit à pied. Voici aussi quelques photographies du chantier à différentes dates de son aménagement et de la fouille. On y voit en particulier les différentes toitures et installations qui ont été construites pour protéger le site et les fouilleurs des intempéries, de la pluie, de la chaleur extrême, parfois l'été. En 1990, ce site a été rebouché pour le protéger de fouilles clandestines et éventuellement permettre sa fouille une nouvelle fois dans quelques années. Une végétation s'est largement développée à son emplacement. Je ne vous dirai pas où sur les photos, vous pourriez me retrouver, à vous de vous y amuser. Voici également quelques photographies de faible qualité, j'en suis désolé, du dépôt de fouilles situé à Espaly-Saint-Marcel, dans une ancienne chapelle désaffectée, qui fut réaménagée comme dépôt de fouilles et qui servit aussi bien de lieu d'hébergement que de restauration pour les équipes de fouilles pendant une quinzaine d'années. Concernant les archives de fouilles elles-mêmes, celles que j'ai pu mobiliser pendant ma thèse furent extrêmement diverses. Il s'est agi aussi bien de cahiers de terrain, de fiches d'enregistrement, de coupes, de plans, de rapports d'opération, de courriers, de photos, de vidéos aussi, de publications, de fichiers numériques
d'une application pionnière que nous avions développée en 1985 sur Apple II pour saisir des données de mobilier de la foule. Presque l'ensemble de ces archives ont été versées au Centre de conservation et d'études d'Auvergne et correspondent à 83 références, soit 1200 pièces. Il s'agit d'archives inédites pour la grande majorité, puisque peu de publications ont eu lieu sur ce site. Seules quelques-unes sont disponibles sur le web, où ont fait l'objet de ces quelques rares publications que j'ai évoquées. Mais à ces archives, et c'est un aspect important de cette dimension subjective de mon intervention sur lequel je voudrais insister, s'ajoutent mes propres souvenirs, mes archives personnelles, les témoignages personnels que j'ai pu recueillir pour ma recherche auprès d'anciens fouilleurs de l'époque que j'ai retrouvés et que j'ai connus moi-même il y a une quarantaine d'années sur ce chantier. Enfin, comme je l'ai dit, le programme informatique baptisé Rivalo, développé par le fils de Jean-Pierre, qui fonctionnait sur Apple IIe, nous avait permis à l'époque, de façon assez pionnière, d'enregistrer au fur et à mesure de la fouille les données d'enregistrement de terrain sur la localisation précise par carré de fouille, puisque c'est un chantier du néolithique moyen, je l'ai oublié de le préciser, et qui s'appuyait donc sur une fouille par carré. Ce programme informatique permettait d'enregistrer les données des fiches du mobilier de façon extrêmement précise. Et il permettait ensuite, déjà à l'époque, vous le voyez en bas à droite, de produire des listings, en quelque sorte, qu'on appellerait aujourd'hui des inventaires de mobilier, ainsi que des plans de répartition par carré de fouille. Et en 2009, j'ai pu récupérer, mais non sans mal déjà, les fichiers au format TXT que j'ai pu ensuite exploiter avec divers logiciels. Les archives du chantier des Rivaux sont encore aujourd'hui stockées dans deux types de lieux dont les modalités d'accès ne sont pas les mêmes. Le domicile du responsable de la fouille, je l'ai dit, décédé aujourd'hui, auquel j'ai pu avoir accès grâce à son épouse, Chloé, que je remercie vivement, et qui a bien voulu me mettre à disposition notamment deux cahiers de fouille dont je vais reparler. Enfin, par ailleurs, le centre de conservation et d'études d'Auvergne, dont j'ai déjà parlé, au Martre d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, où je me suis rendu 2 fois pour y consulter les archives de fouilles qui avaient été versées par le responsable de la fouille de son vivant. De façon liée à ces divers lieux de stockage, se pose la question du statut juridique de ces archives. Si les archives versées au CCE sont clairement des archives publiques, celles auxquelles j'ai pu avoir accès au domicile du responsable de la fouille peuvent-elles être considérées comme des archives privées, entre guillemets, ou sont-elles aussi de fait des archives publiques? Alors je précise, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, que je ne suis pas archiviste et que vous avez probablement déjà des réponses à ces questions, mais sachez que voilà, ça fait partie aussi des questions que probablement des gens qui ne sont pas spécialisés d'archives comme certains d'entre vous sont amenés à se poser lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait une fouille en quelque sorte dans des fouilles, dans des documentations archéologiques. Mais j'y reviendrai. Voilà un peu quelques photos à la fois du CCE, du mobilier archéologique, des cartons d'archives, soit à peu près 12 cartons, et des plans qui sont stockés au CCE. À partir des archives variées auxquelles j'ai eu accès, j'ai mobilisé plusieurs méthodes et techniques des humanités numériques pour réaliser un site web présentant certaines archives et quelques résultats de leur traitement. L'application Archéotexte que j'ai développée spécialement pour la transcription numérique de cahiers de fouilles, la publication de ces données de transcription et enfin plusieurs exemples de réutilisation des données résultant de cette transcription. Voici le lien vers le site web dont je vous ai parlé, que j'ai réalisé et qui présente une partie seulement de ces archives à titre illustratif et quelques résultats des traitements que j'ai pu effectuer sur ces archives. Ce site s'appuie sur les story maps d'Esri, c'est-à-dire une mise en récit qui s'appuie notamment sur plusieurs dispositifs de représentation de données, à la fois géoréférencées, de navigation cartographique interactive, mais aussi de consultation de différentes pages au format HTML. Voici les pages de couverture de l'un des cahiers de fouilles dont je vous ai parlé et deux des pages de ce cahier.
On y voit différents contenus et notations. Numéros de carré de fouille, zone de texte, croquis, référence à d'autres pages, nom ou pseudo du ou des auteurs de tel ou tel paragraphe ou de tel ou tel croquis, des traits d'humour et d'humeur, d'autres parfois aussi les écritures du verso qui transparaissent sur le papier et qui m'ont obligé à faire différents traitements pour les faire disparaître des fichiers issus de la numérisation d'origine. Ce cahier de fouille était renseigné non pas uniquement par le seul responsable de la fouille, mais par plusieurs des membres de l'équipe de fouille, ce qui en fait une œuvre de collaboration. Pour mes besoins et après avoir essayé plusieurs solutions applicatives et des outils de reconnaissance automatique de texte comme Kraken, Transcribus ou d'autres, et après avoir aussi exploré la possibilité d'utiliser des plateformes comme Transcrire, j'ai finalement été contraint de développer ma propre application, que j'ai appelée Archéotext, spécialement dédiée à la transcription numérique des pages de ces cahiers de fouilles, en distinguant les zones de texte et certains contenus non textuels. Voici, par exemple, le formulaire de transcription numérique des zones de texte, avec à gauche la page numérisée et nettoyée, et à droite la zone de transcription. L'application a permis ensuite d'exporter ces données de transcription au format XML avec des métadonnées associées. Toutes les pages numérisées et nettoyées ont été publiées intégralement au format JPG dans une collection sur Nakala où elles sont consultables et téléchargeables gratuitement et individuellement. Voici le lien vers cette collection des pages. Mais à côté de ces pages, et comme je l'ai dit, j'ai extrait, isolé en quelque sorte, ce que j'appelle des éléments non textuels, c'est-à-dire des croquis, des dessins, mais aussi parfois des éléments extérieurs insérés dans le cahier de fouille. Il peut s'agir de notes prises sur une feuille ou un bout de feuille volante et scotchée. Il y a aussi des choses plus ou moins drôles, comme par exemple des cartes postales reçues, qui sont intégrées dans le cahier de fouille, mais qui, de fait, pour moi, en font partie. Ces contenus non textuels ont également été publiés dans une autre collection où ils sont consultables et téléchargeables de la même façon que les zones de texte. Enfin, le fichier XML issu de l'export des zones de texte transcrites peut également être consulté et téléchargé sur Nakala. Ce fichier peut être relu notamment dans un tableur comme Excel, où les différentes rubriques du formulaire de transcription des pages et des contenus peuvent être affichées automatiquement de façon organisée par onglet et par rubrique de transcription. En matière de réutilisation et de valorisation des résultats de cette transcription numérique dans des cahiers de fouille, voici juste un seul exemple de réutilisation et de valorisation en quelque sorte des résultats de cette transcription numérique. Il s'agit de la représentation des carrés de fouille reconstitués avec le logiciel de SIG QGIS à partir des plans de fouille. Chacun des carrés est associé dans la table attributaire à une ou plusieurs pages du cahier de fouille qui y fait référence. Les liens hypertextes vers les pages numérisées et publiées sur Nakala sont accessibles depuis QGIS, mais aussi depuis la plateforme StoryMaps dont je vous ai donné le lien. À partir du fichier résultant de la transcription, j'ai aussi réalisé divers tests d'analyse lexicographique et textométrique pour essayer de faire ressortir notamment des tendances dans l'usage de certains termes, pour essayer de faire ressortir des différences dans la façon de s'exprimer selon les auteurs au fur et à mesure de la tenue de ces cahiers de fouille. Avant de conclure, je tiens à souligner que mes travaux ont volontairement adopté une dimension pluridisciplinaire, s'appuyant sur une approche anthropologique et sociologique de la vie d'une communauté scientifique que constitue une équipe de fouilles sur le terrain, mais aussi en dehors de celui-ci, ainsi que sur les modalités et supports de la production des faits scientifiques en archéologie. Je me suis appuyé notamment ici sur les travaux du sociologue et anthropologue Bruno Latour et Steve Woolgar, dont vous connaissez probablement l'ouvrage à propos de la production des faits scientifiques. Je me suis également appuyé sur une approche historiographique de l'archéologie française au cours des 5 dernières décennies
pour laquelle je m'inscris dans la continuité des travaux de la Fabrique de l'archéologie en France. Enfin, mes travaux se veulent une contribution à ce qu'on appelle une histoire émotionnelle des savoirs en archéologie, pour laquelle les travaux de l'historienne des sciences Françoise Vaquet m'ont beaucoup inspiré. Je souhaite évoquer 3 des nombreux questionnements auxquels ma recherche m'a conduit et qui feront peut-être écho à un certain nombre de vos propres interrogations. Les questionnements juridiques d'abord. Quel est le statut juridique d'archives entre guillemets personnelles? Quels sont les droits des archives de la propriété intellectuelle qui s'appliquent à ces archives? Quelle licence de publication choisir pour ce type de publication, publication électronique? Que faire des données personnelles incluses dans des archives lors de leur publication, surtout quand certains nombres d'entre elles sont relativement récentes et concernent des personnes, pour certaines, qui sont encore en vie? Voilà quelques-unes des interrogations juridiques auxquelles je me suis confronté et pour lesquelles je n'ai pas forcément eu de toutes les réponses que j'attends. Des questionnements éthiques, ensuite. Comment ne pas avoir le sentiment de trahison, entre guillemets, lorsqu'on travaille sur des archives personnelles, des témoignages, des souvenirs personnels, et qu'on publie ces témoignages, ces résultats, ces archives sur Internet, en open data et en open access? Quelles règles éthiques appliquer? Qui peut en garantir le respect? Soi-même ou forcément d'autres? C'est aussi en cela que ma présentation revendique l'adjectif subjectif, parce que des questionnements éthiques nous interrogent d'abord dans notre propre subjectivité. Des questionnements épistémologiques, enfin. Quels sont les effets des méthodes et des dispositifs techniques de production des archives de fouilles sur leur contenu et sur les possibilités de leur réutilisation et de leur publication dans la construction d'un discours de vérité historique sur un site archéologique, mais aussi dans la fabrique d'une historiographie de l'archéologie. En guise de conclusion et aussi de mise en perspective que je vous propose de ma présentation, et afin d'apporter des éléments de réflexion eu égard aux 3 questionnements que je viens d'évoquer, je vous propose de mentionner ici 3 philosophes français qui se sont intéressés aux archives et à leur usage, à leur relation à la mémoire et à l'histoire, et dont les travaux m'ont beaucoup inspiré pendant ma recherche. Michel Foucault, Jacques Derrida, Paul Ricoeur. Michel Foucault, tout d'abord, qui, dans un entretien en mai 1969, à l'occasion de la publication de l'Archéologie du savoir, affirmait « Par archéologie, je voudrais entendre quelque chose comme la description de l'archive, que le mot archéologie vienne de l'archive, c'est-à-dire la description de cette masse extraordinairement vaste, complexe, de choses qui ont été dites dans une culture. » En philosophe, Foucault a contribué à une épistémologie de l'histoire en interrogeant les conditions de possibilité des savoirs, ce qu'il appelait les épistémés, qui se voulaient porteurs de discours de vérité à une époque et pour un contexte socio-économique et culturel donné. Il m'a toujours conduit à m'interroger sur ce que les archives de fouilles tentent de conserver à l'époque et dans le contexte culturel de leur production, même si ça fait à peine 50 ans, pour témoigner d'une pensée scientifique qui vise à démontrer une vérité historique. Jacques Derrida, ensuite, qui, dans son livre « Mal d'archives », paru en 1995, écrivait « Comment répondre des rapports entre l'aide-mémoire, l'indice, la preuve et le témoignage ». Ne faut-il pas commencer par distinguer l'archive de ce à quoi on la réduit trop souvent, notamment l'expérience de la mémoire et le retour à l'origine, mais aussi l'archaïque et l'archéologique, le souvenir ou la fouille, bref, la recherche du temps perdu. Au sujet des relations entre archives et mémoire, et pour faire écho de façon transversale aux 3 types de questionnements mentionnés, Paul Ricoeur, dans La mémoire, l'histoire, l'oubli, paru en 2000, a proposé une méthode pour la construction de ce qu'il a appelé l'opération historiographique. Il a ainsi suggéré une épistémologie de l'histoire, de l'histoire conduit à distinguer 3 éléments correspondant à 3 étapes dans la fabrique de la pensée historique. L'archive, première source de l'histoire, élément porteur de l'histoire, trace de l'histoire, et qui doit être interrogé, confronté à d'autres archives, soumise à la question de sa véracité, de sa fiabilité,
pour pouvoir être doté du statut de preuve documentaire et d'une charge établie de vérité ou de véracité historique selon les exigences de critères d'une époque, mais une véracité dont Foucault a affirmé qu'elle ne pouvait être ni absolue, ni stable, ni univoque. Deuxième étape, l'explication-compréhension historique, comme l'appelait Ricoeur, qui se saisit de l'archive sur la base d'une hypothèse de recherche. Enfin, la représentation, c'est-à-dire la mise en forme narrative, littéraire de l'histoire, qui permet de rendre de nouveau présent ce qui ne l'est plus, dans le respect de la plus grande fidélité possible aux archives. Voilà, à travers ma présentation, j'ai tenté de suivre un peu de cette méthode de Paul Ricoeur, tout en m'inspirant des auteurs mentionnés. Et je vous remercie pour votre attention.